Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé Comment créer des applications Power Apps qui augmentent l'efficacité de votre plateforme analytique. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Merci beaucoup de votre participation en grand nombre ce matin. Chez Faction A, nous sommes toujours ravis de constater que nos formules de webinaire sont grandement appréciées. Donc, mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur de ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements. Donc, on tiendra prochainement 2 webinaires. Donc, le 28 octobre prochain sur l'architecture Azure, donc les composantes, les différentes possibilités d'architecture. Et nous tiendrons un autre webinaire aussi également le 4 novembre sur l'architecture, mais Azure Synapse plus particulièrement. Donc, si vous désirez vous inscrire, n'hésitez surtout pas à visiter notre page entrepôt, je vais vous la montrer, notre page entrepôt de notre site web. Donc, vous pouvez consulter sur ce site, cette page tout particulièrement, tous les prochains événements qui sont à venir. Et également, vous avez la possibilité de réécouter à votre convenance les différents événements que nous avons tenus dans le passé. Donc, il y a beaucoup de webinaires disponibles, donc c'est tout à fait gratuitement. Donc, vous pouvez les réécouter à votre convenance. Ils sont tous publiés sur notre site. Donc, je vais juste sortir de cette page-là. Donc, l'autre moyen aussi de connaître nos événements, c'est toujours de vous abonner à notre page LinkedIn là, pour connaître les prochains événements. J'aimerais indiquer que ce webinaire aujourd'hui, comme tout ce qu'on a fait, est enregistré, donc il sera accessible à partir de demain. Si vous désirez le partager avec vos collègues, vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Donc, nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et celui à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire est interactif. Donc, si vous avez des questions tout le long du webinaire, vous pouvez poser vos questions par clavardage en utilisant la fenêtre de votre session là, prévue à cet effet pour les questions. Donc, juste un petit mot sur qui est Faction A. Donc, Faction A, c'est une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques modernes. Nous sommes spécialisés dans la planification, l'architecture Azure de Microsoft, la modélisation de données, le développement des composantes d'ingestion de données et pour le design et la construction de tableaux de bord en Power BI. Faction A est spécialisée sur la plateforme d'analytique et décisionnelle de Microsoft et nous effectuons à cet égard des migrations vers les technologies Microsoft et l'infonuagique Azure. Notre offre de service comprend également le développement d'applications avec la Power Platform de Microsoft, incluant notamment Power Apps que nous verrons aujourd'hui. Nous offrons aussi également le support et l'assistance requise des solutions que nous développons, donc une fois qu'ils sont en production. Faction A détient la distinction Gold Data Analytics Partner de Microsoft et est reconnu depuis 2016 comme partenaire officiel de Microsoft. Donc, Faction A possède l'expertise et le savoir-faire et elle est grandement appréciée de sa clientèle pour la qualité de ses services. Si vous voulez en savoir plus sur Faction A, n'hésitez pas à nous contacter. Grâce aux 2 objectifs qu'on a aujourd'hui pour le webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez principalement les composantes de la Power Platform de Microsoft, donc qui est la plateforme de programmation schématisée, ou ce qu'on dit en anglais, le Low Code Development Platform. Vous apprendrez aussi les avantages qu'offrent les applications Power Apps, les cas d'utilisation de Power Apps dans un environnement décisionnel. Vous verrez aussi des déclenchements automatiques de processus par Power Automate. Pour notre webinaire, on a 2 collègues, donc introduction des présentateurs. Pour notre webinaire, aujourd'hui, on a 2 collègues de Faction A, donc membres de l'escouade d'élite, et j'ai nommé Thiago Almeida Mendoza. Bonjour Thiago. Bonjour André, bonjour Nathan, bonjour tout le monde.
OK. Et nous avons aussi également Nathan Benichot. Bonjour Nathan. Ça va bien? Oui. Donc, ces messieurs sont conseillers en solutions analytiques chez Faction A et ont de solides formations. Ils sont spécialisés sur la Power Platform. Juste avant de regarder l'agenda, OK, juste avant de commencer, j'aimerais juste présenter brièvement l'agenda. Donc, je vais commencer, comme je fais souvent, par une mise en contexte sur la thématique du webinaire, en parlant notamment des défis de l'innovation, de la boucle de transformation numérique. Thiago poursuivra avec la présentation du survol de la plateforme, Power Platform, avec un tour d'horizon des outils et de l'architecture spécifiquement. Bien, les avantages, on abordera aussi des cas d'utilisation. Et Nathan poursuivra avec une démonstration live d'un cas concret sur le suivi des compétences. Donc, je vous reviendrai avec une conclusion. On prendra les questions tout le long du webinaire, mais on a prévu une période de questions pour adresser vos questions pendant que vous nous posez pendant le webinaire. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec le positionnement. Juste fermé. Donc, comme d'habitude, j'aime toujours commencer par une mise en contexte pour aborder la thématique du webinaire. Donc, j'aimerais commencer par mettre en relief les principaux défis auxquels font face les organisations, et c'est ce qui vient camper aussi la thématique de la Power Platform. En premier lieu, les contraintes de budget, de ressources et de calendrier de livraison. En fait, toutes les organisations veulent en faire plus vite et pour moins de budget. Et c'est justement comment faire pour atteindre ces objectifs et quelle technologie surtout utiliser. Dans les organisations, on y retrouve des processus qui sont typiquement même souvent encore manuels et on retrouve toujours des formulaires papier qui sont remplis évidemment à la main. Donc, c'est toujours des occasions pour remplacer ça par de la nouvelle technologie. On constate également aussi qu'il y a plusieurs analyses présentement qui sont toujours réalisées avec Excel, en silo souvent, et ce qui peut causer des risques et des enjeux de sécurité et de confidentialité de l'information. Dans certains cas, il y a aussi des organisations qui désirent avoir plus de fonctionnalités de ce qui est déjà disponible dans leur système de mission patrimoniaux. Donc, pour innover, les organisations veulent avoir accès aux données, les valoriser, faire des analyses et surtout agir avec des actions intelligentes sur les insights résultant de ces analyses. Pour répondre à ces défis, ces potentiels d'affaires, les organisations cherchent des accélérateurs pour réaliser la boucle de rétroaction numérique. Donc, chaque secteur subit une transformation pratiquement fondamentale et toutes les entreprises deviennent des entreprises numériques. Elles doivent donc non seulement concevoir des produits, mais aussi proposer des services pour développer de nouvelles opportunités commerciales et établir une nouvelle relation avec leurs clients afin de répondre à leurs attentes et ce, au fur et à mesure qu'elles évoluent. Avec les technologies d'aujourd'hui, la transformation numérique est possible et les données sont au centre de cette transformation-là. Les données proviennent de multiples sources, on le voit de plus en plus, autant par des systèmes internes que des systèmes externes. Chaque produit et service sont de plus en plus connectés avec la télémétrie et donc qui permet de la collecte de données, comme par exemple juste le thermostat que vous avez chez vous. Donc, ces données de télémétrie sont générées de plus en plus. On sait, dès qu'on va sur le web, plein de données de télémétrie sont générées. Donc, ce torrent d'informations permet de mieux comprendre les clients, les opérations et l'utilisation des produits et services de l'entreprise. Donc, les données viennent alors alimenter cette transformation. Donc, le concept de boucle de rétroaction numérique appliqué aux principaux processus métiers viennent permettre d'entamer la transformation, ce qui viendra faire évoluer l'entreprise, améliorer les processus et au bout du compte de transformer l'ensemble du secteur d'activité de cette entreprise. Donc, pour se démarquer et innover, les entreprises doivent mettre en place une stratégie qui connecte plus efficacement possible leurs clients, leurs employés, leurs produits et leurs opérations. Donc, avant de passer la parole à Thiago, j'aimerais juste vous envoyer un petit sondage éclair pour comprendre où ce que vous en êtes avec l'utilisation de Power Apps. Et avec ce petit sondage, vous avez juste à répondre
avec une des 4 questions qui sont là. Si vous répondez, soyez assuré là, que votre écran ne soit pas en mode plein écran. Donc, vous avez juste à cliquer sur un des 4 boutons. Les réponses rentrent beaucoup. On a pratiquement 50% des participants aujourd'hui qui ont déjà voté. Fait que juste à mettre votre écran non pas en mode plein écran et à ce moment-là, cliquez et je pourrai partager les différentes réponses qui sont collectées présentement et pourrez voir comment vous vous positionnez par rapport au groupe de participants aujourd'hui. Donc, je vous laisse encore un petit 4-5 secondes. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais fermer sur ce. Merci beaucoup d'avoir participé. Déjà, 90% des gens ont voté. Merci beaucoup. Donc, je ferme le sondage et je vais partager les réponses avec l'ensemble du groupe. Donc, vous voyez que 38% n'utilisent pas encore Power Apps. 40% des personnes participantes commencent à l'utiliser. 14% l'utilisent déjà et ont des enjeux. Et 8% on l'utilise à travers l'entreprise et tout va bien. Donc, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'est très apprécié. Et puis, sur ça, sans plus tarder, je vais passer le contrôle de la présentation à Thiago. Thiago qui va commencer à nous présenter les composantes et la Power Platform. Donc, sur ça, Thiago, tu devrais être en mesure de faire un show your screen et puis on devrait le voir, ton écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, puis on t'entend bien. Merci, Thiago. Good. Merci, André. OK. La plateforme fait partie de la suite Microsoft 365. Et depuis quelques années, Microsoft a commencé à investir beaucoup d'argent pour améliorer et augmenter la puissance de la plateforme, qui est la clé pour la transformation numérique. Dans la plateforme, on peut analyser les données en temps réel. Ça nous donne aussi la possibilité d'agir à travers des applications low-code qui se connectent facilement aux données, soit en utilisant des connecteurs existants ou soit en créant un. L'automation aussi est un volet très important et puissant qui permet d'ajouter des flux de travail dans vos applications et solutions. Ici, on a les éléments de la plateforme. Power BI, c'est un outil qui permet d'organiser, afficher les données, créer des rapports, dashboards, avoir des insights pour nous aider dans la prise de décision, par exemple. Ici, Power App, pour le développement des applications en utilisant cet langage low-code. On va parler plus de Power App dans quelques instants. Power Automate, c'est pour l'automation des processus et tâches. Par exemple, soit envoyer un courriel quand un nouveau enregistrement est créé, modifié ou effacé. Il y a aussi une partie RPA. En anglais, c'est Robotic Process Automation. En français, c'est automation des process métiers. Ça, c'est pour les systèmes qui n'ont pas d'accès à Internet, par exemple. Et pour fin, Power Virtual Agents, qui ont été ajoutés l'année passée, c'est des agents virtuels intelligents. Juste pour donner quelques chiffres, Microsoft a fait une recherche et constaté qu'il y a eu une réduction de 34% des demandes d'assistance quand ce type d'outils a été implémenté dans certaines compagnies, soit des services dans les départements de soutien technique ou des départements des ressources humaines. On a aussi les connecteurs, je vais parler plus tard aussi. Les côtés AI Builder, c'est la partie d'intelligence artificielle. Et les Common Data Sets aussi, que je vais parler un peu plus dans quelques instants. Ici, juste pour montrer que les icônes qu'on connaît de la plateforme vont changer bientôt. Certains d'entre vous peut-être ont déjà vu ça dans vos tenants, mais ça fait comme 2 semaines que Microsoft a annoncé ça. Ça, c'est les premiers, c'est Power App, c'est Power Virtual Agents, le troisième Power BI et les derniers, c'est les nouveaux icônes des logos de Power Automate. Ici, on a les composants techniques. D'un côté, on a les utilisateurs. De l'autre côté, on a les services de données. Et l'utilisateur se sert de 2 types de clients, basiquement. Les types mobiles, ça peut être un téléphone intelligent ou des tablettes. Et les versions web,
que vous allez utiliser à travers d'un navigateur. On a aussi un côté UI et logique, qui c'est le côté UI, c'est plutôt la partie interface de la solution. Aussi une partie automate, que c'est la partie logique, où vous pouvez avoir un flux de travail, vous pouvez avoir une règle d'affaires, par exemple, pour définir c'est quoi les résultats de cette action par rapport aux règles. Et à la fin, on a les Common Data Service, qui c'est comme en base de données, qui c'est les corps de Dynamics, et les connecteurs. Présentement, il y a plus de 300 connecteurs disponibles déjà, que vous avez juste à aller connecter à votre solution. Mais si c'est le cas que vous ne trouvez pas un connecteur pour votre besoin, vous pouvez créer un connecteur aussi pour répondre à ces besoins. Ici, on a les types d'applications Power App. On a une application, les types Canvas, qui on a un meilleur contrôle sur l'interface, sur les apparences des écrans. On va bientôt montrer une application qui utilise ce type de Power App. Nathan va montrer l'application dans quelques instants. Ce type d'application nous permet d'ajouter différents contrôles, comme par exemple une caméra pour prendre une photo dans une map d'inspection, par exemple. Lecteur de code de barre, aussi c'est possible d'ajouter ces composants. Un contrôleur pour ajouter des fichiers ou même des images dans une application et sauvegarder ça dans une base de données. On a aussi les applications pilotées par modèle. Ce sont les données qui vont définir les modèles à utiliser. Normalement, on utilise pour des flux de processus de règles d'affaires bien définis, ce type d'application. On a les portails qui ont été aussi lancés l'année passée. Okay? Ici, je vais montrer juste un exemple des portails, juste pour montrer qu'est-ce qu'elle est un portail. C'est comme un site web, mais qui vous pouvez facilement créer les sites. Par exemple, ici, différentes pages, vous pouvez créer un menu. Une autre situation, par exemple, ici, dans les Home, vous pouvez aussi ajouter des sites web. Ici, par exemple, j'ai ajouté les sites web des Faction A. Ici, vous avez les sites web qui est très réponsif, qui s'est adapté à l'écran. Juste pour montrer un exemple des portails. Ici. Et on a aussi les Common Data Sets, les applications qui, ça peut avoir plusieurs types d'applications. On ne va pas entrer en détail aujourd'hui, mais juste pour que vous sachiez qu'il existe ce type d'application aussi. Encore sur Power App, il sert aussi pour la création des applications pour un clic. Okay? Ça peut être pour le développement des applications mobiles ou pour les navigateurs. Et c'est vraiment utile pour accéder et mettre à jour des données. Par exemple, vous avez une base de données que vous avez besoin de mettre à jour, mais normalement, vous devrez demander un administrateur de la base de données pour entrer les fichiers ou créer un script pour rentrer. Mais avec Power App, vous pouvez créer une interface pour mettre à jour ces données très facilement. Et en utilisant les données pour être sur les clouds ou en premise, en utilisant par exemple un passerelle de données pour se connecter à ces données-là. Il y a plusieurs avantages d'utiliser Power App. Je vais en nommer quelques-unes, juste réduire les tâches manuelles, ainsi que minimiser certaines erreurs humaines. Par exemple, si vous automatisez certaines actions qui avant c'était faites pour une personne, en automatisant ça, vous minimisez aussi les chances d'erreur. Aussi augmenter l'efficacité et la qualité, aussi, parce que si vous automatisez, vous gagnez du temps. Et la personne va avoir plus de temps pour faire d'autres choses. C'est facile à utiliser et c'est très sécurisé parce qu'il y a beaucoup de niveaux de sécurité par rapport à ça. Ici, quelques cas d'utilisation.
par exemple, pour éliminer les tableaux Excel qui servent des sources de données. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, il y a un cas dans l'Angleterre qui un fichier Excel servait comme base, je dirais base de données pour ajouter des cas liés à Covid. Et comme il y a une limitation par rapport aux numéros maximum d'entrées que vous pouvez avoir, il y a eu 15 000 personnes qui n'ont pas reçu, ont été informées sur les résultats. Et ça, c'est un cas réel et ça montre qu'il faut bien choisir les types d'applications et solutions que vous allez utiliser dans vos contextes. Et Power App, par exemple, c'est beaucoup mieux qu'Excel dans plusieurs situations. Aussi déclencher un processus d'automatisation suivant des valeurs de mesure de performance. Et d'entre autres, vous allez sur ces matériaux-là, c'est pour ça que je ne vais pas tout nommer. Et maintenant, je repasse les paroles à André pour qu'on poursuive la présentation. Merci. Hey, merci beaucoup, Thiago, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cas, tu parlais, mais il y a beaucoup de cas où on voit des données qui ne sont pas encore automatisées ou qui ne sont pas encore structurées ou qui existent juste en format papier. Puis Power Apps permet de venir complémenter les données qui peuvent être nécessaires aux analyses. Même j'ai vu aussi des cas comme de définition de hiérarchie ou de région géographique. Donc, il y en a beaucoup pour les solutions analytiques. Alors, sur ça, je vais passer le contrôle à Nathan. Fait que Nathan, si tu peux prendre OK, on voit Parfait. Oui, je pense que c'est pas le bon. Là, ça va être OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que André, tu m'entends bien? Et est-ce que vous voyez? on entend et on voit l'écran. Je vais faire défiler les slides. D'accord. Donc moi, je vais vous présenter donc un exemple de Canvas App que j'ai monté. Cet exemple, le layout, c'est un layout tablette, comme on peut voir, c'est une image de tablette. Donc du coup, il se prête plus à une présentation donc, sur tablette ou sur un écran d'ordinateur. Mais juste pour info, toute l'application que je vais vous présenter, on pourrait très bien aussi la consulter sur un téléphone. Pour le cas présent, je vais la présenter donc depuis mon ordinateur. Donc d'abord, je vais introduire un petit peu cette application, pourquoi elle a été créée et un petit peu comment elle a été créée avant de vous la présenter. Donc le contexte d'affaires dans lequel cette application s'inscrit, c'est que en interne chez Factura, on souhaitait développer une application qui permettait de suivre les compétences internes, donc qu'elles soient acquises ou qu'elles soient en phase d'apprentissage. Et donc étant Microsoft, enfin Microsoft Partner, du coup on a voulu suivre plus particulièrement l'obtention des examens Microsoft, puisque donc étant partenaire, on se doit de passer des examens afin de monter en compétence avec les outils Microsoft et de un peu prouver notre savoir-faire sur ces outils. Et donc du coup cette application, ce qu'elle va permettre de faire, c'est d'établir la liste des examens qui sont obtenus et en préparation, de pouvoir consulter cette liste, et puis à la suite de ça, de faire des analyses donc avec les données récoltées par l'application qui vont pouvoir permettre de savoir un petit peu quels sont les examens qui ont été obtenus, quels sont les types d'examens qui ont été obtenus par niveau de compétence, par profil visé, et ainsi de suite. On en verra un peu plus tard. Quand je dis que l'application, c'est une application gabarit, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, cette application, donc là, elle a été calquée sur les examens Microsoft, mais il sera assez facile, en fait, donc en modifiant les sources de données, en modifiant les titres, d'utiliser comme le squelette de l'application pour l'utiliser sur un autre cas d'utilisation, en fait. Donc, ça pourrait être d'autres types de compétences qu'on pourrait suivre avec une application modifiée, ça prendra assez peu de temps à faire. Donc, je vais passer aux requis qui m'ont été demandés pour cette application. Donc, le premier requis, c'est un requis qui est
finalement commun à tout type d'application, c'est la mise en place de différentes règles d'affaires que je vais vous présenter, dont je vais vous présenter certaines, afin d'éviter qu'il y ait des erreurs, des doublons, des problèmes comme ça dans les données qui vont réduire la qualité des données et qui vont du coup amoindrir les analyses. Donc toute cette mise en place là. Ensuite, le second requis, donc en fait, l'objectif de l'application, c'est que tous les employés de Faction A y aient accès, puissent consulter en fait tous les examens qui ont été obtenus ou qui sont en préparation par les autres membres de l'équipe. Par contre, on ne voudrait pas qu'ils puissent modifier les entrées de données qui ont été faites par les autres et qu'ils puissent modifier seulement leurs entrées de données. Donc ça, c'était une volonté. Ensuite, le dernier requis, enfin, j'ai mis 2 points, mais finalement, ça se rejoint un petit peu. Donc, c'est que à chaque fois qu'il y a une entrée de données qui est faite dans l'application, qu'il y ait un processus automatique qui envoie un mail au manager de l'application pour lui dire pour l'informer qu'il y a une entrée de données qui a été faite avec une description de l'entrée. Et par la même occasion, en fait, on a voulu que lorsque l'entrée de données concerne une obtention d'un examen, qu'il y ait une preuve d'obtention qui puisse être joint en fait à cette entrée de données, donc en la téléchargeant dans l'application, en pouvant télécharger une image de la preuve, et que cette preuve, elle soit par la même occasion envoyée en pièce jointe du mail qui est envoyé au manager. Donc je vous montrerai tout ça par la suite. Puis enfin, je vais passer sur le diagramme de l'application qui vous présente toutes les composantes de l'application. Là, ça nous donne une bonne image globale de l'application. À gauche, on a 3 sources de données. Donc, ce que disait Thiago tout à l'heure, c'est qu'il y a plus de 300 connecteurs. Donc là, j'en ai utilisé 3 parmi ces plus de 300. Le premier, donc c'est l'Azure Active Directory. Celui-ci va me permettre de récupérer les noms, prénoms, mails, photos des utilisateurs de l'application. Ensuite, j'ai stocké dans OneDrive, dans un fichier Excel, j'ai stocké la liste de tous les examens qui étaient mis à disposition par Microsoft. Donc, il y en a plus de 150. Donc, c'est juste pour avoir accès à cette liste. Et puis enfin, la troisième source, qui est le Common Data Service. Donc, celle-ci, elle est un petit peu différente des 2 autres. Le Common Data Service, donc Thiago, il en a touché un point tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une composante core, si je puis dire, de la Power Platform. Et donc, dans ce Common Data Service, j'ai créé une entité. Donc, c'est comme ça que c'est nommé par Microsoft. Ça correspond finalement à une table. Donc, cette entité, elle va me permettre de sauvegarder la liste des examens qui sont obtenus et qui sont en préparation. Et quand je dis que cette source est un peu différente des 2 autres, en fait, on peut voir que les flèches sont à double sens. Ce que ça veut dire, c'est que mon application là qui est au centre, elle va se feeder, elle va se sourcer sur cette entité, mais elle va aussi pouvoir aller modifier les données à l'intérieur, aller en supprimer ou ajouter de nouvelles données. Donc par la suite, je vais passer à la partie d'analyse, donc qui est en dessous, qui est fait avec Power BI. Donc, Power BI Desktop avec un connecteur va pouvoir se sourcer sur le Common Data Service et puis sur ma liste qui est dans OneDrive. J'ai monté un rapport d'analyse donc avec ces données qui est mis à jour périodiquement. Ce rapport d'analyse donc qui a été fait dans Power BI Desktop, je l'ai publié dans le Power BI Service et puis j'en ai fait un tableau de bord que j'ai ensuite inséré donc, dans mon application via un connecteur. Donc, je vous présenterai ça tout à l'heure. Voilà. Enfin, donc la partie qui est à droite, ça correspond donc à mon dernier requis, donc qui était l'envoi de mail. Donc via une fonction en fait qui se trouve dans Power App, j'ai pu faire cet envoi de mail avec ma pièce jointe. Mais j'ai quand même rajouté en pointillé, vous pouvez le voir, Power Automate, parce que typiquement, c'est une opération qui pourrait se faire en Power Automate, cet envoi de mail, notamment si j'avais voulu que le gestionnaire de l'application puisse valider ou non l'entrée de données. Là, j'aurais été obligé de passer par Power Automate pour faire cette opération.
c'était pas dans les requis, donc je suis passé plus simplement directement par une fonction qui se trouve dans Power App. Par contre, j'ai ajouté une fonctionnalité qui n'était pas dans les requis, mais que je trouvais intéressante, et puis ça va un peu illustrer les possibilités qu'offre Power Automate. C'est que donc le mail, à chaque fois qu'il est généré par l'application, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée de données, donc si le mail contient une pièce jointe, donc qui se trouve être la preuve d'obtention, dans ce cas-là, Power Automate va se déclencher et automatiquement il va télécharger cette pièce jointe et la sauvegarder donc, dans un dossier OneDrive que j'ai défini. Et ça évite en fait au gestionnaire d'avoir à faire cette manipulation à chaque fois. Il aura toutes les preuves d'obtention au même endroit sans rien avoir à faire finalement, mis à part c'était le Power Automate. Donc c'est tout pour cette partie. Ah oui, enfin, j'ai rajouté cette petite icône de Microsoft. C'est juste pour illustrer le fait que depuis l'application, on a accès via des boutons directement à l'URL de chaque examen. Donc je vais vous montrer ça. On peut accéder donc, via une fonction toujours de Power App directement au site web. Donc là maintenant je vais passer à la présentation de l'application. Voilà. Donc l'application, donc là on est sur la première page de l'application avec tout ce qui est source de Azure ici. Là on a notre liste en fait qui est déjà plutôt assez remplie avec tous nos employés donc qui ont rempli les examens lesquels ils ont passé et ceux qui sont en préparation. À chaque fois j'ai la preuve d'obtention, le nom de l'utilisateur, le nom de l'employé que j'ai anonymisé pour l'occasion, pour aujourd'hui, le code de l'examen, le titre de l'examen, et puis là j'ai trois caractéristiques qui sont fournies par Microsoft pour chacun des examens, qui sont le type de produit, la fonction qui est visée par l'examen et le niveau de l'examen. Donc c'est ça. J'ai aussi donc intégré des filtres qui fonctionnent comme des filtres. Donc on va pouvoir filtrer le tableau et du coup accéder seulement aux entrées du filtre. Bien sûr, ces filtres fonctionnent ensemble. Je peux en utiliser plusieurs à la fois. Ça n'a pas fonctionné comme ça, mais voilà. On pourrait voir pour les types de produits Office Azure et puis la fonction Data Analyst que on a 2 employés qui ont obtenu ce type d'examen. Et puis c'était aussi un reset qui va me remettre par défaut mes filtres. Donc là, je vais vous montrer l'entrée de données, comment elle se passe. Donc j'ai cliqué sur ce plus pour faire une nouvelle entrée. Juste pour vous illustrer, donc, je vais faire exprès de sélectionner un examen que j'ai déjà obtenu. Donc là, c'est pour vous montrer, pour vous illustrer le premier requis, en fait, pour éviter d'avoir des doublons. J'ai cité donc différents éléments, notamment ce petit texte et puis le fait de ne plus pouvoir cliquer sur le reste. En fait, le PL900, je l'ai déjà obtenu, donc j'aimerais pas pouvoir le re-rentrer une deuxième fois, que ce sera un doublon, du coup, ça serait problématique dans mes données. Donc là, je vais sélectionner un examen que je n'ai pas encore obtenu. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant et puis sélectionner ma preuve d'examen. Voilà, je valide. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que il y a pas mal de choses qui se passent en arrière, et notamment l'envoi du mail. Parce que pour l'instant, le gestionnaire de l'application, c'est moi, donc c'est moi qui reçois le mail. Donc on peut voir notre pièce jointe avec la brève description, un lien vers l'application. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais c'est ça nous ouvrira l'application si je cliquais dessus. Et dernière chose, donc mon Power Automate, donc qui a généré ma nouvelle preuve d'obtention directement dans mon dossier donc, que j'ai défini. Là, on a les différentes, c'était des anciennes preuves d'obtention qui sont arrivées au cours du temps. Puis ça, c'est la nouvelle. J'ai fait exprès de choisir une image différente pour que vous puissiez voir que ça fonctionne en fait. Donc je vais repasser sur mon application.
Je vais d'abord supprimer en fait cette entrée de données qui est fausse. C'est pas vrai, j'ai pas passé cet examen. Et juste pour vous montrer également le fait que voilà, le fait que je ne vais pas pouvoir. Donc là, on parle du requis numéro 2. Je ne peux pas modifier ou supprimer. Par exemple celui-ci, modifier ou supprimer l'entrée de données d'un autre employé. Et je vais pouvoir modifier ou supprimer seulement mes entrées de données. Donc là, si je voulais le modifier, je pourrais cliquer là-dessus et puis par exemple dire finalement il n'était pas obtenu ou finalement la date d'obtention, je me suis trompé, c'est une autre. Et là, pour le cas présent, je vais le supprimer. Donc, je valide ça. Là, on va voir qu'il va disparaître de la liste directement. Ça prend un peu de temps parce que là, c'est relié directement au CDS. Et donc, du coup, il faut le temps quand même qu'il aille supprimer la donnée dans le CDS. Je vais passer à l'onglet suivant, qui est l'onglet qui présente la liste de tous les examens qui sont rendus disponibles par Microsoft. Donc, avec toujours les mêmes filtres en haut. La liste de tous nos examens. Et puis déjà, un aspect un petit peu d'analyse que j'ai rajouté, qui est donc le nombre de fois que l'examen a été obtenu ou qu'il est en préparation. Et puis on voit que c'est trié par ordre décroissant. Puis une chose intéressante, c'est que je vais pouvoir cliquer en fait sur ce petit icône et par défaut, donc ça va me filtrer donc l'examen que j'ai sélectionné. Et comme ça, je peux voir qui sont les 3 personnes qui ont obtenu cet examen. Donc c'est ça. Et puis je peux bien sûr enlever le filtre et revenir à l'état normal. Donc je vais retourner sur l'onglet. Une autre chose, donc là c'est je vais cliquer sur ce bouton et ça va m'ouvrir donc la page web qui correspond à cet examen. Donc c'était pour vous illustrer ça. Et du coup, si je voulais par exemple m'inscrire à un nouvel examen, je pourrais carrément venir sur cet onglet et puis sélectionner l'examen en question et j'aurai la page web qui serait tout de suite ouverte. Donc c'est à peu près ça pour cet onglet. Je vais passer au dernier onglet des statistiques, donc qui se source de Power BI. On a pu voir le logo lors du chargement. Donc c'est un onglet, c'est des statistiques finalement assez simples, donc qui sont faites par rapport aux 3 caractéristiques de Microsoft, donc type de produit, fonction et niveau de l'examen. Ce que je trouvais assez intéressant, que j'ai rajouté, que je vais pouvoir vous présenter, c'est que j'ai fait une analyse prévisionnelle en faisant l'hypothèse que tous les examens qui étaient en préparation à un moment donné étaient obtenus à la date à laquelle les utilisateurs ont dit qu'ils allaient passer l'examen. Et donc du coup, si je modifie la valeur de ce filtre et que je me situe par exemple au 15 novembre, on va voir que la part totale d'examens obtenus, elle est passée de 13 quelque chose % à 19,6. Et puis je peux voir du coup quels sont dans quelle catégorie en fait il y a des examens donc, qui ont été en prévision et puis ceux qui sont toujours en préparation, et ainsi de suite. Donc bon, ça c'est des analyses, on pourrait en faire plein d'autres. C'était juste pour vous illustrer l'intégration de Power BI dans l'application. Donc maintenant, je vais rapidement vous présenter la façon dont l'application est créée. Donc brièvement, là, j'étais en mode play ici. Je passe en mode edit, donc c'est vraiment l'éditeur donc qui permet de créer l'application. À gauche, on a les différents écrans de l'application. Dans chaque écran, on a les différents éléments. Là, juste comme pour une petite remarque, j'ai laissé les noms par défaut. C'est pas forcément la bonne pratique. J'ai pas encore pris le temps de les renommer, mais il faudrait que je le fasse pour que ça soit plus clair pour si un autre utilisateur veut faire des modifications dans l'application. Donc pour chaque élément en fait a différentes caractéristiques qu'on retrouve là, avec typiquement des caractéristiques plutôt esthétiques, donc la couleur de la bordure, des choses comme ça, et puis des caractéristiques par exemple de données. Donc là c'est les données qui sont présentées par ma galerie, et on peut voir donc Thiago tout à l'heure disait que Power App était low code. Donc en fait tout le code va se situer dans ces différentes caractéristiques de chaque élément.
Et on peut voir que ça peut être plus ou moins compliqué là. Typiquement, donc dans ma galerie, j'ai quand même appliqué plusieurs sortes, des filtres avec des conditions et ainsi de suite. Donc c'est pas si c'est point et clic, mais dès qu'on veut faire des analyses un peu plus poussées et des actions un peu plus poussées, il y a besoin quand même de faire un petit peu de code. Donc je pense que pour Power Apps, c'est tout. Je vais passer au CDS rapidement, vous présenter comment le CDS se matérialise. Donc là, on est toujours dans Power Apps, dans le chapitre Data, et je vais pouvoir consulter mes entités. Donc j'ai déjà sélectionné, là j'ai ma liste de toutes les entités. Ça, c'est l'entité finalement dans laquelle j'ai stocké tous les examens qui sont obtenus ou en préparation, avec donc différents champs que j'ai créés moi-même à ce niveau-là. Et puis, je vais pouvoir même consulter mes données. Voilà. Donc là, c'est toutes les données finalement que je vous ai présentées dans l'application. Je les retrouve ici. Aussi, quelque chose dont je n'ai pas eu besoin de le faire dans cette pour cette application, c'est de créer des relations. Vous en voyez, mais en fait, c'est des relations qui sont déjà créées par l'application. Et ces relations, un petit peu comme dans Power BI pour ceux qui connaissent, ça va me permettre de lier les entités entre elles et puis et du coup de s'assurer qu'il y ait une bonne intégrité référentielle et puis qu'on fasse bien appel aux bonnes lignes lorsqu'on veut filtrer. Donc c'est un petit peu ça. Pour l'application également, donc là je vais retrouver mon application. Donc là c'est l'application, la version que j'ai fait pour le webinaire. Je voulais juste vous montrer aussi, donc il y a une partie versionnage qui est assez utile, je trouve, puisqu'en fait, donc à chaque fois qu'on va enregistrer l'application, ça va créer une nouvelle version. Ce qui est intéressant, c'est que je peux restaurer des anciennes versions, donc si je veux revenir en arrière. Une deuxième chose qui est assez utile, c'est que au moment où j'enregistre mon application, donc il y a une nouvelle version qui est créée, mais c'est pas forcément la version qui va être visible par les utilisateurs, puisque la version qui est visible par les utilisateurs, c'est la version qui va être publiée. Donc là, on voit que c'est la version 12 qui est publiée. Et ce que ça permet, c'est que finalement, je pourrais, donc une fois que j'ai fini une première, première itération de mon application, je partage cette itération, mais je peux continuer à travailler dessus sans que les utilisateurs voient les avancements que je fais tant qu'ils sont pas finaux. Donc c'est un petit peu ça. Aussi une dernière chose, donc une partie analytics. Alors malheureusement, moi j'ai pas la licence qui me permet de les voir. C'était juste pour vous montrer que ça existait. Mais ça serait donc censé me présenter des visuels qui me permettraient de voir l'utilisation qui est faite de l'application, donc en termes de chiffres, par les utilisateurs, différentes analyses par rapport à ça, qui peut être aussi intéressante. Et une dernière chose que je vais vous montrer, ça va être donc mon Power Automate. Le Power Automate que j'ai créé, donc pour rappel, c'était pour sauvegarder donc sauvegarder les pièces jointes du mail dans un dossier. Donc déjà, juste pour vous illustrer tous les connecteurs qui existent, donc je vais pas dérouler jusqu'en bas, mais quand Thiago disait plus de 300, on voit que la liste est assez longue. Donc je vais vous montrer le Power Automate que j'ai créé, qui est celui-ci. Je vais l'éditer et on va voir qu'en fait c'est vraiment très simple. Je me suis servi d'un template qui est mis à disposition par Power Automate. On va les trouver ici. Je cliquerai juste après pour vous montrer. Donc mon template est très simple. Il y a seulement 2 éléments et moi j'ai juste eu finalement à setter les différentes attributs de chaque élément. Donc dire voilà, quand je reçois un nouveau mail avec tel sujet et le fait qu'il y ait une pièce jointe et que ça vienne de tel individu, dans ce cas-là, je vais sauvegarder la pièce jointe à tel endroit. Et donc des templates de la sorte, il en existe aussi énormément avec à chaque fois les différentes composantes. Donc c'est vraiment pratique et c'est finalement assez facile de se mettre à utiliser Power Automate. Et Power Automate, comme vous avez pu le voir, peut être vraiment complémentaire aussi à Power.
Je pense que c'est tout pour moi. J'ai présenté à peu près tout ce que je voulais présenter aujourd'hui, donc je vais laisser la parole à André qui va conclure avec. Super, super, Nathan. Merci beaucoup pour la démo. C'est vraiment très bien. Puis merci beaucoup aussi, Thiago, pour ta présentation. Donc, dans la présentation qui vous sera acheminée, là, vous obtiendrez tous les liens de référence pour en connaître davantage sur les différentes composantes là, de la Power Platform. Donc, ces liens sont accessibles, c'est des liens sur le site de Microsoft. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus de détails comme vous voulez. Avant, on a reçu quelques questions, mais juste avant, je veux juste comme revenir sur la présentation, puis j'espère qu'avec la Power Platform que vous avez vue aujourd'hui, ou de ses avantages et des cas d'utilisation et la démo, on espère que vous avez pu constater que c'est une plateforme quand même de choix là, pour venir bonifier la portée des solutions analytiques et aussi pour maximiser la boucle là, de rétroaction numérique qu'on a présentée au tout début. Et puis, je dirais même que ça devient de plus en plus intéressant parce que l'idée d'avoir un insight d'analytique, c'est bon, mais de déclencher une action automatique intégrée, ben, c'est encore mieux. Fait que si vous avez des cas spécifiques là, que vous aimeriez discuter, n'hésitez pas à demander de l'accompagnement sur ça. Et puis, je vais juste comme passer à la période de questions parce qu'on a reçu quelques questions, des questions qui rentrent encore. Donc, je vais juste avancer ici. Puis, Nathan, Thiago, si vous voulez ouvrir votre micro parce qu'il y a des questions qu'on a reçues. Oui. Je vais en prendre une première qui a été posée. En fait, est-ce que c'est possible d'utiliser Power Apps pour faire un formulaire? En fait, ma question, c'est une question de Michel, donc c'est sûr et certain que c'est quasiment comme approprié d'utiliser Power Apps pour remplacer un formulaire qui existe souvent dans les organisations. Je ne sais pas si Nathan, Thiago, vous voulez rajouter des cas aussi là-dedans? Oui, c'est vraiment approprié. Existe, par exemple, déjà une intégration, par exemple, d'un SharePoint, même de changer les formulaires par défaut dans une liste, dans une bibliothèque de documents. Il existe cette intégration que vous pouvez changer ce formulaire ou pour créer un formulaire à partir de rien et connecter à les différentes sources de données après. C'est vraiment, c'est un bon exemple de cas d'utilisation. OK. C'est bon. Je vais prendre une autre question qu'on a reçue de Pierre-Alexandre. Est-ce que Microsoft a l'intention d'assurer la pérennité du CDS? Donc, je ne sais pas si Thiago, tu veux répondre à ça? Oui, je pense que oui, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans les CDS. Ils ont même commencé à agrandir les CDS, les contextes de CDS. Ils ont créé une partie Project Oakdale pour la partie de développement des applications pour Microsoft Teams, par exemple. Et l'autre partie, ils avaient appelé DataFlex, mais finalement, ils ont décidé de rechanger les noms. Pour l'instant, ça reste CDS, mais peut-être ils vont changer les noms, mais pas la structure, pas ça va pas, ça va rester. Peut-être ça va changer les noms, ça va évoluer, c'est sûr, mais ça va rester pour des années. Okay. C'est pour un bon bout encore. Donc, OK, voilà. Je vais passer à une autre question. Christophe demande comment est gérée l'intégrité référentielle entre les tables dans le CDS? Ouais. Ça, je peux peut-être répondre. J'en ai touché tout à l'heure, mais c'est vraiment les relations qu'on va pouvoir créer entre les tables, c'est les entités. Et on peut créer des relations un petit peu comme dans Power BI. Ces relations vont vraiment s'assurer qu'il y a un match complet en fait entre les tables. Donc, il n'y aura pas de souci par rapport à ça en créant des relations entre les entités du CDS. Okay, mais bon. Ça peut aussi appliquer à SQL, par exemple, juste pour agrandir l'exemple, ça peut pour créer des relations. Si votre base de données, c'est les SQL, vous pouvez créer les relations et conserver l'intégrité de la même façon. OK, c'est bon. Je vais prendre une autre question ici. Elle nous demande
est-ce qu'on a besoin d'un Data Gateway pour l'actualisation des données depuis une application en Power Apps ou pour une exploitation en Power BI? Ça dépend où sont les données. Si ce sont des nuages, tu n'as pas besoin d'un passerelle de données. Mais si ce sont on-premise, oui, il faut avoir un Data Gateway pour ça. OK. Bon, là, une question. Y a-t-il un connecteur pour Marketo? Oui. Bon. Ah oui, OK, bon, je savais. Oui. Je ne sais pas qu'on était ajouté, mais j'ai vu quelques jours avant qu'il existait ça. OK, c'est bon. Il y a une autre question ici. Est-ce que c'est du langage DAX dans les 4 outils de la suite Power Platform? Non. DAX, ça va être Power BI et on va pas le retrouver ensuite dans Power App ou dans Power Automate. Ça va être vraiment un langage propre à Power App. Je sais pas s'il a un nom vraiment, c'est low code, mais je pense pas que ça soit vraiment un nom. Je sais pas si Thiago, tu sais s'il y a un non, du langage, mais en tout cas c'est vraiment différent de DAX. On retrouve un peu les mêmes logiques, mais c'est quand même assez différent. Ouais. Okay, c'est bon. 11h52, on a d'autres questions. On va prendre quelques autres questions encore. Donc, j'ai Mathieu. Quelles sont les licences requises pour le développement Power Apps? Pour les licences, ça dépend des types des sources de données que vous allez utiliser. Si vous n'avez pas besoin des connecteurs premium, par exemple, CDS, c'est un connecteur premium. Ça demande une licence Power App Premium à part. Mais si vous utilisez, par exemple, SharePoint, vous n'avez pas besoin d'une licence. Vous pouvez utiliser les licences qui s'incluent dans certains cas des licences Office 365. Vous n'avez pas besoin de payer un extra pour ça. Ça dépend des sources de données. OK, excellent. Je vais prendre une autre question. Y a-t-il une limite du nombre d'utilisateurs d'une même apps? Bonne question. J'ai jamais vu une limite comme ça. Il y a une limite par rapport les appels que vous pouvez, des numéros de requêtes que vous pouvez faire, par exemple, en utilisant un API. Mais pour les utilisateurs, j'ai déjà demandé cette question, mais j'ai jamais eu une réponse pour être honnête. OK, c'est bon. Bon, il y a d'autres questions. Puis, bon, il y a peut-être des cas spécifiques dans les questions, mais ce qu'on va faire, on va prendre là, de répondre à toutes les questions par des réponses écrites là, par courriel. Donc, pour toutes celles qu'on n'a pas répondu. Donc, sur ce, merci Thiago, merci Nathan pour les réponses et merci aussi à ceux et celles qui ont posé des questions. Donc, pour les questions non répondues, on va vous répondre. Finalement, j'aimerais juste comme vous envoyer un petit sondage pour comprendre votre niveau de satisfaction par rapport au webinaire que vous avez écouté aujourd'hui. Donc, encore une fois, vous avez juste à répondre avec, là, ici, c'est une des 3 réponses possibles. Donc, juste en cliquant sur une des 3 réponses, vous ne devez pas être en mode plein écran pour être en mesure de répondre. Donc, je vous rappelle que votre opinion est très importante et compte beaucoup pour nous et que vous allez recevoir un courriel là, ayant un lien donnant accès à la copie de la présentation et à la copie aussi, l'enregistrement du webinaire vous sera accessible là, à partir de demain. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, là, je vous invite à nous contacter en utilisant les coordonnées qui sont incluses dans le courriel du suivi qui vous sera acheminé. Ceci conclut notre webinaire. Merci beaucoup de votre participation au grand nombre. Un gros merci. Et surtout, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Pas trop proches quand même, mais merci. Bonne journée à tous et toutes. À bientôt.